La bienvenue ici. Je serai donc le modérateur. Je suis Rufai Rusemi et je viens de Chen Ozorai, basé au Nigeria. Et je suis sûr que ceci sera une conversation très enrichissante. Merci à tous d'être venus aussi vite. Et bien sûr, nous allons commencer à l'heure, pas à l'heure africaine, quoi qu'il advienne. Merci à tous. Donc, nous allons parler de la géopolitique, de la sécurisation des chaînes de valeur agricoles en Afrique. Et 35 pays africains importent environ 90% de leur blé. Et sans l'engrais russe, le continent perd environ 30% de sa production en 2003. Et ces engrais ont besoin d'être rendus disponibles. Autrement, cela occasionne des flambées des prix en raison de la crise qui a cours en Europe. Et bien sûr, au milieu de tout ce dilemme, ce qu'on peut dire, c'est que c'est parce que nous ne sommes pas parvenus à prendre le taureau par le corne, à valoriser nos chaînes de valeur en Afrique. Et il est temps que l'Afrique prenne son avenir entre les mains. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Levez les mains si vous pensez véritablement que l'Afrique peut assurer l'autosuffisance alimentaire. Vous croyez vraiment à cela? Et donc, au cours de ces échanges, nous allons nous attaquer à ce problème et voir les différentes possibilités de changer la dynamique. Parce qu'effectivement, ça reste une croyance. Vous croyez que l'Afrique peut garantir son autosuffisance alimentaire, mais la réalité est tout autre. Et c'est une triste réalité à changer. Donc, il y a des points clés que nous allons aborder au cours de cette session. On va parler de la productivité, de la durabilité. Comment est-ce que le système agricole rural peut être structuré pour pouvoir réaliser la sécurité et alimentaire et la résilience. Nous allons parler aussi, n'est-ce pas, des IDF, pardon, et la collaboration avec les entités appropriées pour pouvoir promouvoir les actions appropriées pour anticiper ces crises qui déchirent nos continents. Et nous allons parler aussi surtout du rôle de la technologie routière et des chaînes de valeur en Afrique. C'est pour cette raison que nous avons ici des spécialistes de la logistique sur ce panel. C'est très diversité. Certains sont spécialistes de la finance et d'autres du secteur de l'agriculture. Et donc ce panel va échanger avec l'assistance et ils vont se présenter et ensuite ils vont prendre des questions de l'assistance. Donc nous souhaitons surtout, n'oubliez pas, avoir des échanges très interactifs et nous avons pas mal d'idées à échanger au cours de cette rencontre. Et ce panel est très particulier parce qu'on a des panélistes qui sont très honnêtes. On a Omi Kazuli qui est avec nous, Philippe Labonne, présidence de... voilà, est-ce qu'on peut le versionner? Jennifer Ban est en tête du partenariat avec l'AGRA. Voilà. Monish Chanda est CEO de Derema Fertilizer version. Nous avons aussi d'autres acteurs clés qui prennent part à ces échanges. Nous avons Omid Kassiri, qui sera donc notre expert, qui va donc nous partager. Oh, vous n'êtes pas un expert. D'accord. OK, super. Oh, pour Paco. D'accord. Merci infiniment. Voilà, donc on va aller droit dans le vif maintenant, le vif du sujet maintenant. Donc, Omid Kassiri, en tant qu'expert, vous allez partager quelques éclairages avec nous sur ce panel. Est-ce qu'on peut le versionner, s'il vous plaît? Thank you very much. Merci infiniment. Voilà, donc
C'est très gentil de m'appeler expert, mais en fait, les vrais experts sont là et vous allez les entendre très bientôt. Je voudrais échanger quelques idées avec vous sur la sécurité alimentaire et nous parlons de deux thèmes qui ressortent beaucoup au cours de ces 2 dernières années, surtout après après la crise de l'Ukraine. Parlons de façon assez concrète des défis auxquels nous sommes confrontés à ce jour. Donc, je suis un partenaire basé en Nairobi et j'interviens dans les pratiques agricoles. Et moi-même, je suis producteur agricole de formation. Et donc, quand on parle de sécurité alimentaire, bien souvent, l'image qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir est-ce que nous produisons suffisamment de denrées alimentaires, de produits alimentaires. Eh bien, ce n'est pas ça le seul problème, parce qu'il ne s'agit pas forcément pour nous de réfléchir à la sécurité alimentaire de façon holistique. Mais il y a des questions auxquelles nous devons répondre lorsqu'on parle de la sécurité alimentaire de manière holistique. Premièrement, est-ce que nous produisons la quantité suffisante d'aliments sans d'obstacles, avec les bonnes qualités nutritionnelles et à des prix abordables? Nous pouvons produire la nourriture, mais si cela n'est pas proposé au prix adéquat et que cela n'est pas constant, si les gens ne bénéficient pas des nutriments nécessaires, eh bien, nous n'avons pas un bon système alimentaire. Et donc, pour apporter un peu plus d'éclaircie dans le contexte africain, il faut dire qu'on a les personnes qui bénéficient des aliments adéquats, c'est ce qui est représenté en vert. Aux jaunes, ce sont ceux qui ne bénéficient pas de la quantité normale de nutrition et donc ils perdent, ils n'ont pas accès à certains aliments et donc ils finissent par souffrir la famine. Et puis ensuite, il faut dire qu'il y a 30% de la population au monde qui ne bénéficie pas de la quantité de nutrition adéquate et 12% ont faim et ils mangent peut-être une fois par jour. Ils ratent certains repas. Et malheureusement, en Afrique, on va dire 60 personnes sur 100 n'ont pas accès à une nutrition adéquate et 23% vivent dans la famine. Et en Asie, il faut dire que malheureusement, c'est paradoxe, mais ils ont plus de personnes qui vivent dans la famine qu'en Afrique. Vous voyez, donc ce n'est pas une affaire qui est propre ou spécifique ou qui est l'apanage seulement de l'Afrique. Alors, quels sont les facteurs clés de la sécurité alimentaire à travers le monde? Est-ce que c'est la géopolitique ou le climat? Et l'année dernière, on aimerait bien voir certaines mains levées si vous êtes d'accord que cela est déterminé par la géopolitique. OK. Alors, maintenant, changement climatique. Est-ce que c'est le changement climatique qui détermine cela? Levez les mains aussi. OK. Alors, donc, il y a quelques chiffres spécifiques qui ne traduisent pas forcément en termes de proportionnalité, mais la COVID, il faut dire que le défi de la COVID a eu une incidence sur près de 31 millions de tonnes d'impact de la productivité. Et voici l'effet pervers du changement climatique. Effectivement, vous avez tout à fait raison parce que cela a rendu plusieurs régions du monde improductives. Et il faut dire que nous sommes entrés dans une période où l'impact sur la production va être encore plus importante. Et cela, bien sûr, des deux côtés, malheureusement. Je ne suis pas en train de prédire ce que ça va être dans l'avenir, mais mes chiffres montrent que ça va être bien meilleur dans l'avenir et que le tableau en termes de climat n'est pas forcément positif, mais on va connaître quelques incertitudes et quelques perturbations. Entre 2020 et 2030, il faut dire que 11% de suppléments alimentaires ou nécessaires, et il y a lieu d'équilibrer les régimes alimentaires. Nous pensons que plus les protéines seront rendues disponibles, eh bien, les produits agricoles connaîtront aussi une amélioration. Et cela aura un aspect politique au niveau de la production et des habitudes alimentaires. Et des progrès sont aussi attendus à ce niveau. Et bien sûr, nous pourrions, en Afrique, doubler et même tripler le rendement de la productivité. Et un acteur clé
pour y arriver, c'est bien sûr la technologie. En termes de technologie, je vois là les semences et puis la qualité des engrais, parce que nous utilisons environ 1/8 des engrais produits en Inde. Et ce sont eux qui plus ou moins fournissent les bonnes semences pour le continent. Mais un fait que je voudrais bien sûr faire ressortir ici, et je suis persuadé que cela ressort dans plusieurs rapports, et d'ailleurs on le dit tous ensemble, que l'Afrique est le continent qui dispose le plus de terres arables. Et on a environ entre 8 jusqu'à 800 millions d'hectares de disponibilités arables sur le continent. Et pour moi, c'est pas le cas, parce qu'on peut parler de 20 à 30 millions d'hectares. Bien sûr, si les forêts ne sont pas détruites, donc c'est pas aussi important comme beaucoup le disent. Et ces terres qui sont utilisées en matière de production agricole sont de plus en plus en train de connaître une attrition, et si rien n'est fait, ça peut devenir plus sérieux. En termes de malnutrition, on a près de 1/5 voilà, des enfants dans le monde sont touchés par la croissance retardée. En novembre l'année dernière, les statistiques qui ont été publiées montraient que 29% des enfants de l'école primaire ne sont pas allés à l'école parce qu'ils étaient dans la famine. Il a fallu pour eux aller se battre pour avoir accès à la nourriture dans une zone où l'éducation était rendue disponible à titre gratuit. La surnutrition aussi constitue un défi, peut-être pas sur ce continent, mais ce n'est pas aussi dû au fait qu'on a trop de nourriture à manger, mais c'est déterminé par la qualité de la nourriture. Lorsque vous mangez de la nourriture de mauvaise qualité, eh bien, cela arrive. Donc, 2,2 milliards de personnes connaissent un surpoids à l'échelle mondiale. Et encore une fois, la nourriture et la sécurité n'est pas un tableau peint en blanc et noir. Par exemple, pour un repas qui est jugé suffisant en énergie, on peut dire que ça coûte environ 79 cents américains. Et pour un bon régime, on va parler de 3,5 $ par jour. Donc, pour dire qu'en Afrique, 80% de la population n'ont pas accès à un repas sain et de qualité. Et je pense que c'est dans cette direction que nos dirigeants doivent mener leur action. Et cela est vraiment le minimum à faire pour garantir l'efficience énergétique. Et c'est quelques idées que je propose, pas forcément exhaustives, en termes d'intrants. Que faisons-nous? Quelles sont les mesures qui sont entreprises? On a investi dans la résilience au climat, l'amélioration des semences et aussi dans les pratiques de lutte contre le changement climatique qui soient intelligentes, et aussi dans le domaine de l'éducation, sur les pratiques agricoles, et aussi la nécessité de produire ce qu'il faut là où il faut, et aussi il est important aussi d'éduquer les raisons pour lesquelles certaines cultures sont pratiquées par nos parents et pour ne pas les pratiquer juste parce que les parents les pratiquent. Voilà, et il faut pouvoir le faire de sorte à ce que ça soit adapté à la situation climatique. Alors, si vous avez des excédents, par exemple, agricoles au Malawi, il est impossible pour vous de faire ressortir cela de la région, et au final, vous réduisez la production et finissez par ne pas pouvoir produire plus que ce qui est nécessaire, et vous avez donc un déficit de 10%. Et donc, il faut mener des actions concrètes pour pouvoir faire évacuer ces excédents de production agricole. Et dans la chaîne d'approvisionnement, on y reçoit que 30% de la nourriture est gaspillée, et les déchets agricoles ne sont pas utilisés pour pouvoir générer des revenus. Et encore derrière, il y a d'autres activités non agricoles qu'on faut mener pour produire des revenus. Par exemple, sur le plan commercial, on peut faire des contrats qui peuvent être intéressants en matière de sécurité alimentaire. Et on voit que 24% de la population n'a pas d'argent ni de nourriture. Donc, il serait bon peut-être fournir les fonds en ce sens. Les programmes de cantine alimentaire, cantine scolaire, pardon. Ça, c'est là que se trouve mon coup de cœur.
Je pense qu'on peut mettre la priorité sur cela. Voilà, en gros, voici des idées que j'essaie d'énoncer pêle-mêle qui peuvent être enrichies par nos panélistes. Merci infiniment. Et voilà, ceci donc montre clairement le tableau des échanges que nous aurons incessamment. Et cela montre qu'il y a des zones où il y a de la nourriture qu'on ne peut pas manger et dans d'autres contrées où les gens n'ont pas à manger. Il y en a qui sont en surpoids, d'autres qui sont en sous-poids. Et la problématique est claire, c'est que les gens n'ont pas accès à la nourriture et parfois on n'arrive pas à stocker la nourriture et sous d'autres choses, les gens n'ont pas l'accès aux produits alimentaires à cause des situations alimentaires. Donc on va entrer dans les détails, mais avant d'aller plus loin, je voudrais présenter François Lobad, directeur de Parcours. Merci d'être avec nous. Et puis Sergio Primata, voilà, vice-présidente de Active Fomento. Merci d'être avec nous. Nous allons vous faire savoir qu'en fait, il y aura 3 points essentiels au cours de ce panel: financement et les stocks stratégiques et également d'autres aspects. Mais il s'agit d'aller vite. Nous allons maintenant avancer assez rapidement pour amorcer les échanges par rapport à ce qui est débattu. Pour que nous puissions déplacer la nourriture d'un endroit à un autre, il faut qu'il y ait de la logistique pour transporter cette nourriture. Et actuellement, nous avons des pertes post-récolte de plus de 50%. Les produits sont périssables et les infrastructures font défaut. Au niveau de la logistique, je voudrais qu'un expert en la matière nous entretienne. Merci. En fait, la logistique est l'élément central dans l'agriculture. La raison est plus simple, parce que la production n'est pas située là où la consommation se fait. Et je vais utiliser 2 chiffres. J'ai vos chiffres et également l'autre concernant les pertes post-récolte. Pour vous, c'est 50%. Vous avez parlé de 30% et moi, je dis 40%. Donc, je suis au milieu de vous deux pour dire que les pertes sont énormes. La clé, c'est d'apporter les stockages aux exploitants agricoles pour diverses raisons. L'une des raisons, c'est que si vous arrivez à stocker dans les grandes villes, alors vous stockez le carbone, le coût de transport. Alors il faut stocker, développer, élaborer, développer des infrastructures de stockage. Et l'autre raison, c'est que la plupart de ces denrées sont périssables. Alors il faut les stocker aussi rapidement que possible. Nous pensons que cela doit être fait pour les biens périssables entre 1 et 2 jours. Il faut élaborer et mettre en place des infrastructures de stockage et également pour des systèmes de refroidissement pour bien gérer ces biens, ces produits qui sont proches des plantations. Pour ne pas être long, si vous pouvez réduire par 2 les pertes post-récolte, alors vous allez augmenter jusqu'à 20% la productivité de votre agriculture, ce qui est essentiel. Je voudrais également dire que l'autre moteur, c'est de l'efficacité de la logistique. En fait, il faudrait que cela soit multitask, parce que s'il est possible de transporter des engrais vers les exploitants agricoles, alors il faut pouvoir exporter les produits à travers les mêmes moyens. Donc il faut apporter les intrants et les équipements, mais transporter les produits. Donc il faut qu'il y ait d'autres endroits de stockage qui soient proches des différentes plantations, les exploitations. Et il faut poser les bons gestes, il faut faire ce qu'il faut. Encore une fois, c'est vrai que
le secteur privé doit jouer un rôle essentiel. Mais cela ne sera pas possible s'il n'y a pas un investissement important de la part du public, du secteur public, et également des institutions de développement. Très bien. Alors, pour pouvoir capter la nourriture, il y a la question des engrais. Vous pouvez gérer une usine et les choses ne se passent pas bien au Nigeria. Il y a 7 ans, vous avez commencé une ligne de production avec des engrais. Comment vous assurez que, les capacités de votre usine sont assez efficaces afin d'optimiser? Vous avez parlé de 2 millions de tonnes. Est-ce que vous êtes capable de maintenir cette chaîne de valeur de production? Merci. En fait, ce sujet est essentiel pour cette décennie. Et nous avons commencé avec la question de savoir est-ce que l'Afrique en est capable? Oui. Mais beaucoup de changements doivent se faire et le gouvernement doit faire beaucoup de choses en termes de soutien à la chaîne de valeur agricole. Et il y a la production d'engrais pour l'Afrique, non seulement pour l'Afrique, mais il faut ajouter de la valeur pour le gaz qui est en abondance dans certains pays comme le Nigeria. Et il faut transformer cela pour une meilleure valeur économique. Et encore une fois, nous pensons que les engrais sont quelque chose qui seront à même d'apporter de la valeur au gaz, mais également pour la sécurité alimentaire pour l'Afrique en général. Nous sommes arrivés au Nigeria en 2006 et nous avons implanté une usine et nous avons pu gérer les choses sur une petite période, une courte période. Mais il y avait un bon niveau de ressources agrocarbones et cela n'est pas transformé en produit. Et en fait, l'IFC nous soutient et dans le financement du projet et également d'autres structures. Mais deux choses. D'abord, cela permet d'éliminer le CO2 parce qu'il n'y avait pas d'utilisation de gazole dans ce cas et également il y avait la création d'emplois et également cela a permis de produire de l'engrais pour le continent africain. Nous sommes appuyés par deux politiques. Le gouvernement du Nigeria a mis en place deux politiques. D'abord, c'était une priorité pour les industries parce que si vous voulez transformer les produits et même les engrais, et cela va permettre d'amorcer la révolution industrielle. Et cela a dérégulé l'industrie, le domaine des engrais. Et cela a ouvert le marché assez grandement. Le marché était régulé, soutenu par des modèles standards qui sont appliqués dans la plupart des pays développés dans le monde. Mais le fait d'apporter des aides, des subventions pour les engrais au Nigeria. Et il y a eu d'abord 1,6 million de tonnes, 1,6 million de tonnes d'abord, et ensuite il y a eu 1,8 million de tonnes de consommation. Et la croissance s'est étendue sur 6 ans. Et ces deux politiques ont pu transformer le pays en un court délai. Et le Ghana a également peut servir d'exemple. L'intervention du gouvernement dans le secteur des engrais a montré ses preuves. Les producteurs et les consommateurs et les distributeurs jouent un rôle essentiel au Ghana et nous pensons qu'il est essentiel que les gouvernements africains, malgré leurs difficultés budgétaires, puissent apporter des subventions.
il devrait plutôt mettre l'accent sur des infrastructures à long terme et créer de la valeur en assurant l'irrigation et faire en sorte que l'eau soit disponible pour les plantations. Comme l'autre l'a dit tantôt, il y a beaucoup de terres arables, mais la question de la productivité est essentielle. Il s'agit, par exemple, de planter deux cultures sur la même superficie, dans le même champ. Et en fait, il faut mettre l'accent sur la protection climatique et également cultiver des cultures locales avec une forte teneur nutritionnelle pour nourrir la population. Il y a des cultures locales qui contiennent beaucoup de protéines, plus que le riz et le maïs. Donc, le gouvernement doit savoir cibler les efforts en termes d'intervention. Je vous remercie. Merci infiniment. Je pense que c'est une belle histoire que vous avez relatée, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il faut la meilleure intervention, parce qu'il faut améliorer l'état, la situation. Maintenant, à votre tour, Baban, vous travaillez avec les exploitants agricoles pour accroître la productivité avec le potentiel que vous observez, constatez sur le terrain. Merci pour cette opportunité. C'est très intéressant. Lorsque Omid présentait les compétences en matière d'opportunités, également des défis, et je pense qu'il faut faire les interventions différemment pendant que nous avançons. Et en fait, il faut vérifier que les choses se passent bien et il faut intensifier, il faut passer à l'échelle et dupliquer à travers le continent. Alors, deux choses. D'abord, au niveau de diagramme, nous travaillons sur un système alimentaire. Nous pensons que si vous voulez résoudre également les questions de défis et d'opportunités liées à la question de la nourriture en Afrique, en fait, il faut développer une approche différente, parce que toutes les approches opèrent en parallèle. Il ne faut pas dupliquer les efforts, mais il faut travailler en synergie pour être efficace et apporter cela sur le marché. Entre autres choses, nous travaillons avec 11 millions d'exploitants agricoles dans 15 pays, autour de 15 pays, et il s'agit d'appuyer les producteurs, assurer qu'il existe des réseaux. Et nous sommes en partenariat avec beaucoup parmi vous pour nous assurer qu'en fait, il y a la mécanisation qui est effective et également, il faut apporter une assistance aux producteurs en termes de vulgarisation. Et il y a beaucoup de questions liées à la fertilité, également à la chaîne de valeur et l'introduction de la technologie, comme l'autre orateur l'a dit, et également accroître les modèles de chaîne de valeur et des modèles d'affaires. Il s'agit d'ajouter des aflatoxines dans la nourriture au Rwanda, et nous avons travaillé au Ghana afin de pouvoir les appuyer dans leur intervention. Et ce que nous faisons n'est pas suffisant, et nous envisageons d'établir des partenariats avec beaucoup d'entre vous dans les 5 années à venir. Nous voulons travailler avec plus de millions d'exploitants agricoles, mais également créer des emplois. Nous faisons beaucoup de choses. Il s'agit de créer un environnement favorable, également des modèles
et travailler avec des institutions locales et des institutions internationales de financement pour s'assurer que le modèle de chaîne de valeur a accès au modèle de financement, non seulement pour les exploitants agricoles, mais également pour les PME. Mais en fait, l'autre revers de la médaille, en fait, c'est la transformation de nos systèmes alimentaires avec les entrepreneurs qui sont présents. Et l'autre élément majeur, un déclencheur, c'est le système numérique. Il faut numériser la chaîne de valeur agricole. Et pour que cela soit possible, l'intervention doit être à deux niveaux. Comment nous approchons ce type d'innovation? Il faut travailler et faire en sorte que nous puissions appliquer des systèmes et des technologies qui sont disponibles, mais également nous essayons d'avoir une perspective plus globale concernant l'environnement favorable au niveau national. Comment nous pourrons aider les gouvernements à répondre aux défis des questions de données? Et nous travaillons au niveau des exploitants agricoles, mais également l'environnement favorable dans son ensemble pour adopter une approche holistique. Merci. On ne peut rien faire sans mettre en place un écosystème. Et les champions de l'écosystème sont ceux qui travaillent en collaboration avec toutes les parties prenantes. Et parlant d'écosystème, je me rapproche, je m'adresse à vous maintenant, je me tourne vers vous avec le voyage. Avec ce que votre entité fait, la durabilité et tout ce que vous faites dans les projets. Je sais que vous faites plus ou moins la même chose. Ça sera d'abord pour Parcol et ensuite au niveau de l'IFC. Oui. Merci infiniment. Merci pour cette question concernant la productivité et également la qualité, avant de parler du financement, qui est un élément essentiel. Et je pense que les gens abordent beaucoup la question des financements en mettant l'accent sur... Mais nous mettons l'accent sur la productivité et la qualité parce que c'est essentiel. Pourquoi? La raison est toute simple. Si vous voulez une croissance agricole, également l'agro-industrie, que vous voulez que cela soit assez puissant pour répondre aux questions de pauvreté et autres, vous devez mettre l'accent sur le renforcement de la chaîne de valeur et c'est un élément essentiel. Pour y parvenir, c'est une question assez vaste et c'est un sujet assez complexe qui ne doit pas se focaliser seulement sur l'aspect financier parce qu'il faut une approche coordonnée et holistique de la question de la sécurité alimentaire. Cela va nécessiter que nous ayons une image assez globale et également permettre d'avoir accès aux intrants, les engrais, les semences, les technologies de l'information, également l'accès au financement. Mais il faut améliorer la production locale, également la capacité de transformation et les capacités de stockage, comme l'autre l'a mentionné tantôt. Bien sûr, tous ces aspects vont nécessiter quelque chose d'essentiel. Et dans une certaine mesure, ce n'est pas une question assez aisée. Et lorsque on aborde cela du point de vue des institutions de financement, nous essayons de travailler avec l'Agence française de développement et l'IFC. Nous avons œuvré ensemble et récemment. Essentiellement, nous avons conduit une étude de marché sur la chaîne de valeur du maïs au Burkina Faso. L'objectif était assez clair. D'abord, améliorer la qualité des revenus de nos petits exploitants agricoles et également améliorer l'infrastructure globale du marché et bien sûr accroître l'accès au financement.
et également aux services d'assurance. Cette étude de marché nous a conduit à des conclusions qui portent sur 5 zones de priorité. Et entre autres, certains portent sur le secteur privé. Et nous travaillons comme un démembrement de l'Agence française de développement. Nous essayons d'accroître l'accès aux engrais également, aux mécanismes, aux services de financement et d'assurance, renforcement de la production nationale et les capacités de transformation. Entre autres, certains éléments sont tournés vers le secteur public, mais d'autres concernent les structures des entreprises privées. Entre autres, il y a la question de l'information qui est essentielle dans le secteur agricole et de l'agrobusiness. Bien sûr, nous travaillons de façon étroite avec les autorités publiques pour disposer d'une approche sectorielle concernant le secteur agricole. Nous œuvrons ardemment sur cela et les modèles peuvent être dupliqués et également à d'autres secteurs. Je voudrais m'appesantir sur ceci parce qu'il faut le faire. C'est la relève de notre intervention, de notre travail en tant qu'institution de développement. Mais il faut savoir que le financement de l'agriculture et également de l'agrobusiness n'est pas facile parce qu'en fait, il y a beaucoup de risques sociaux et environnementaux. Dans ce secteur, il y a la question de la déforestation qui est essentielle en termes d'amélioration des questions essentielles. Il y a la question de la préservation de la biodiversité. Nous devons également gérer la question agraire. Et ce sont des questions qui sont complexes et pleines de risques. Le foncier n'est pas facile à financer. En conclusion, je pourrais dire que, vu le contexte, le partenariat est l'élément, le mot-clé pour moi. Le partenariat avec nos clients parce que cela va nécessiter beaucoup de ressources humaines et beaucoup de volonté de la part de nos clients pour œuvrer dans cette direction. Le partenariat avec les autres institutions de financement comme l'IFC, bien sûr, cela va apporter beaucoup plus de valeur et le partenariat avec les autorités publiques, il ne s'agit pas uniquement d'une question qui relève du secteur privé. Merci, cette collaboration est essentielle. Et Sergio, je me tourne vers vous. Le type de collaboration qu'il faut afin d'intensifier votre intervention et également la question des engrais au Nigeria. Et nous voulons voir comment l'IFC a pu aider à booster les chaînes de valeur agricole. Merci, je suis très heureux de faire partie de ce panel et également la collaboration avec les autres entités. Nous appuyons, bien sûr, depuis le début de cette opération que vous êtes en train de mener et je suis d'accord avec vous, c'est quelque chose d'impressionnant. Lorsque nous avons rendu visite, il y a beaucoup d'activités économiques qui viennent et grâce à vous, les choses sont en train de bouger. Le partenariat que nous avons tissé avec vous illustre des choses que nous pouvons faire en Afrique. Le fait de rassembler tous les différents partenaires, notamment le vôtre, et également les bonnes pratiques, la connaissance, mais cela vous aide au-delà du projet en lui-même. Et beaucoup de composantes du travail qui a été fait vise à appuyer le programme, éduquer les producteurs au Nigeria sur l'utilisation des engrais également, l'extension de l'utilisation. Vous savez, l'utilisation des engrais au Nigeria également, partout en Afrique, est en deçà des normes et même des objectifs de l'Union africaine. Donc, il faut éduquer, aider
agriculteurs, les aider à utiliser les engrais de sorte à ne pas détruire l'environnement. Et cela va commencer par la production et c'est là où vous en êtes, mais également le financement. Pour qu'ils puissent avoir accès au financement. Et l'autre dimension des choses que vous faites, c'est le fait de tisser des partenariats avec des différentes entités également, les nouvelles technologies, les sociétés de téléphonie mobile pour accroître l'accès des exploitants agricoles vis-à-vis de ces outils. Et le secteur de l'agrobusiness bénéficie des financements. Dans notre portefeuille, nous avons des interventions, des petites interventions dans les différents pays parce que cela va aider la chaîne de valeur sur le marché. Et dans notre approche, dans un certain pays, nous essayons de voir la chaîne de valeur que nous pouvons appuyer et quels sont les différents les difficultés et les écueils à résoudre. Et la question de la logistique également, le secteur des engrais. Travailler avec les exploitants agricoles pour voir ce qui pourrait avoir une forte valeur en matière d'intervention. Nous travaillons en Côte d'Ivoire dans le secteur du cacao, également de l'anacarde, dans différentes cultures pour voir comment nous pouvons développer des chaînes de valeur et accroître les offres d'emploi. Vous savez, c'est essentiel en Afrique, surtout pour les questions, pour les femmes, dont une grande partie de la population dépend essentiellement de ces cultures. Et nous essayons d'optimiser et de maximiser la chaîne de valeur additionnelle dans cette partie du monde et la transformation des produits, comme l'avait dit, faire en sorte que le lieu de production soit assez proche du lieu de consommation. Donc cela fait partie de la chaîne de valeur. Et cela va faire la différence. Et selon là où vous faites vos interventions, cela permettra de faire transparaître l'efficacité de votre intervention. Parlons des financements. François, je voudrais que vous nous entreteniez sur le rôle du financement des infrastructures, comment disposer de ces infrastructures et également qu'est-ce que vous faites relativement à ce secteur. Et je reviendrai vers vous concernant le segment de financement. Merci. Oui, Françoise. Alors, vous avez touché du doigt la question de financement et également les difficultés en matière de financement sont réelles et les institutions de financement ont un rôle essentiel à jouer afin d'apporter un soutien dans la résolution de ces différentes difficultés, ces lacunes en matière de financement. Et il faut se préparer afin de pouvoir avoir une intervention adéquate. La réduction de fossés en matière de financement est essentielle. Cela permet d'accroître le financement des acteurs et ceux qui ont un impact déjà visible. Et également, il peut s'agir des champions régionaux qui veulent passer à l'échelle dans les activités. Et bien sûr, cela signifie que vous devrez apporter le financement, l'accès au financement pour les petits exploitants agricoles et également pour les micro et petites entreprises, petites et moyennes entreprises. Et il y a les petits exploitants qui sont souvent présentés, perçus comme ceux qui présentent le plus de risques. Et les risques crédits de ce point de vue, parce que vous travaillez à petite échelle et également sur le segment de la production. Donc, il y a des difficultés en termes d'accès au financement. Donc, ces institutions de financement doivent être là et nous apportons une bonne gamme d'outils de financement.
Cela part de prêts à long terme, souvent des fonds d'investissement et également pour garantir des mécanismes de gestion des risques. Et également, ce que nous faisons, de partage de risques, ce que nous faisons en tant qu'institution de financement, nous finançons le risque, mais c'est la seule façon de passer à l'échelle et également améliorer l'accès au financement pour les exploitants et les PME. Nous faisons cela avec les institutions de microfinance, notamment ACPI au Cameroun, Advance ici en Côte d'Ivoire, Cofinance et autres au Madagascar. Il s'agit de faire en sorte qu'il y ait des prêts allant de 500 000 plus. Et également, il y a des plus grandes banques comme en Afrique du Sud et Ecobank en Afrique de l'Ouest et en Tanzanie et au Ouganda. Ces banques sont assez puissantes et représentent des moteurs essentiels et ils ont pu faire les preuves dans le secteur agricole. Ils connaissent le marché, ils connaissent les acteurs. Ces établissements bancaires s'entendent et ils veulent aller dans cette direction. Dernier, mais pas le moindre, et en tant qu'institution de financement, nous voulons apporter une assistance technique. Dans notre structure, ce que nous faisons, il y a l'assistance technique sous forme d'offres. Nous pouvons apporter cette assistance technique afin d'accroître la résilience de ces PME et également accroître leurs performances et les aider à pouvoir résister, à s'adapter à la question du changement climatique. De façon concrète, il s'agit des plans d'action de financement afin d'apporter des services d'eau d'irrigation. Cela signifie notamment que nous renforçons les capacités des ressources humaines et également des interventions dans la lutte contre le changement climatique et l'adaptation climatique. Ce sont des actes assez concrets et notre structure, au cours de ces dernières années, a apporté un appui constant au secteur privé, dans le secteur agricole et dans l'agro-business. Nous avons apporté plus de 1,6 milliard d'euros au cours de ces 5 dernières années et nous pensons que cela fait la différence. Et il s'agit de mettre l'accent sur ce qui est fait habituellement, mais également à proposer une nouvelle approche concernant la sécurité alimentaire, également ce que nous faisons dans le secteur. Merci infiniment. Nous savons que vous jouissez d'une expérience inouïe dans ce domaine et vous voulez bien sûr partager avec nous les défis auxquels vous avez été confrontés dans le financement des secteurs, des producteurs dans le secteur. Et quelle est la compréhension des producteurs africains dans la question de financement? Oui, merci. Il s'agit de l'accès aux producteurs et également les petites entreprises et les individus ont besoin de financement pour les semences, pour les intrants et autres, parce que souvent ils sont coupés de nouvelles technologies et il s'agit d'offrir. Cela nous a offert l'opportunité de lancer un certain nombre d'initiatives et permettre l'accès pour les régions, les populations sous-desservies en termes de financement
Et des choses exceptionnelles ont été faites dans le cadre de ce genre d'initiative. Nous avons travaillé avec des entreprises de haute technologie. Nous leur avons offert la possibilité d'avoir accès au financement. Il y a eu le cas du Sénégal. Ce qu'ils font, c'est qu'ils utilisent les technologies pour la collecte des données et également pour mener des enquêtes à l'aide des GPS. Cela leur permet d'avoir une meilleure connaissance de ce que les producteurs font au Sénégal, même dans les contrées les plus éloignées. Et cela permet d'établir une cartographie des risques pour savoir si ce producteur a besoin de financement, voilà le modèle d'affaires qui convient. Et nous, en tant que banque, nous leur permettons d'avoir accès à des financements. Nous les appuyons à travers des politiques de financement et également des entreprises. Cela permet d'accroître l'accès de ces producteurs à la question de financement. Avec le développement technologique, cela offre des opportunités de repenser sur la possibilité d'aller au-delà, jusqu'où nous pouvons aller repousser les limites de notre intervention. Et je suis totalement d'accord avec Françoise par rapport à la question du renforcement des capacités d'assistance technique. Et également dans la transformation de la chaîne de valeur agricole. Nous avons réussi à identifier assez rapidement qu'il existe des lacunes concernant notamment l'utilisation des engrais au bon moment, plus tôt, et nous essayons de faire œuvre utile avec l'IFC. En fait, c'est l'équipe qui apporte des conseils agricole. C'est la plus grande équipe sur le continent. Nous sommes déployés partout et nous essayons de voir comment faire en sorte que nous puissions avoir un impact majeur plus important. Merci. Jennifer, la prochaine question s'adresse à vous. Comment vous arrivez à atteindre vos producteurs? Brillante question. Je voudrais commencer par répondre à cette question de savoir comment est-ce que nous touchons les PMI, parce que les PMI sont articulés, n'est-ce pas, à chaque maillon de la chaîne d'approvisionnement. Au niveau du AGRA, au cours de ces 4 dernières années, nous avons mobilisé on va dire un pipeline d'investissement qui touche tout le continent africain. Au départ, on s'est rendu compte que ça n'existait pas, donc il fallait prendre des mesures. Et nous sommes parvenus à réaliser certaines choses. D'abord, il fallait investir dans le niveau de préparation des PME. Ensuite, il fallait fournir des capitaux pour les startups et répondre les demandes avec à hauteur d'un petit montant pour répondre à ces besoins. Et donc, aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on peut tirer parti de l'ensemble de cette pipeline pour répondre à ces opportunités que offrent ces PME et aussi pouvoir, on va dire, déployer leurs capacités face aux opportunités. Et par exemple, comment améliorer leur modèle économique en investissant davantage pour sorte à ce que ce modèle soit reproduit et mis à l'échelle du continent. Donc on essaye de mener cette action pour renforcer et consolider la chaîne des valeurs. Et deuxièmement, et donc le dernier point, on a l'expertise, le renforcement des capacités pour pouvoir répondre à ces besoins. Il faut faire en sorte que cela ait un résultat qui soit un haut rendement pour cette chaîne de valeur. Les installations sont là, mais elles ne sont pas accessibles et les bénéficiaires ne les connaissent pas. Donc, on pourrait mener des actions pour les rendre beaucoup plus utiles. Alors, donc, on voit ici un paysage très intéressant lors de ce forum, de CEO Forum. Donc, on va dire que vraiment, des contrats peuvent être signés ici, n'est-ce pas? Donc, Jennifer, je pense que ce serait bon de rencontrer vos différents partenaires et faire quelque chose. On aimerait qu'à la prochaine session d'édition
si au forum, on puisse avoir au moins 12 de ces PME qui soient présentées. Est-ce que c'est possible? C'est possible? Eh bien, c'est possible. Eh bien, si ça ne vous gêne pas, Françoise et moi devrions quitter cette scène maintenant pour d'autres engagements. Mais il faut dire que ce sont des idées qu'on aimerait bien soutenir. Parce qu'au niveau de PROPAC, au niveau de l'Alliance pour l'entrepreneuriat en Afrique, qui a été lancée l'année dernière, on essaye de canaliser les financements en faveur des PME. Et je suis persuadé que plusieurs francophones dans cette salle qui interviennent dans l'espace de développement pendant plusieurs années peuvent voir qu'il y a 15 ans, peuvent attester au fait qu'il y a 15 ans de cela, cette technologie n'existait pas. Aujourd'hui, c'est des réalités, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire. Merci beaucoup. Alors, je voudrais revenir à vous, Bodish. Vous aviez une histoire très intéressante. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment est-ce que vous êtes parvenu à financer ce projet de Mothers? Merci infiniment de revenir sur le financement qui est un point très important et critique. Tout d'abord, il vous faut disposer d'un modèle d'affaires adéquat. Si ce modèle n'est pas viable du point de vue économique, il est impossible de le financer parce que les investisseurs ne voudront pas injecter de l'argent dans quelque chose qui n'a pas d'avenir. Deuxièmement, il faut évaluer l'écosystème dans lequel vous intervenez, surtout le cadre environnemental auquel vous êtes assujetti. S'il existe une économie de marché qui soit durable pour les produits intrants et extrants, alors il est possible que vous puissiez attirer des investisseurs. Et comme je l'ai précisé tantôt, le gouvernement nigérien a joué un rôle clé en rendant le gaz indisponible et cela a un prix très alléchant et cela a permis qu'aujourd'hui que nous ayons un coût de production le plus bas d'ailleurs à travers le monde. Alors, le fait de l'entendre de l'autre part, je me sens fier d'être Nigérien. Est-ce qu'on peut ovationner le Nigeria, s'il vous plaît? Le Nigeria, est-ce qu'il y a des Nigériens ici? Est-ce qu'il y a des Nigériens ici? Eh bien, voilà. Donc, vous voyez que grâce à cela, on a un coût de production en Afrique qui est vu comme étant le plus petit. Et grâce à cela, on a pu doubler les capacités. On a doublé en passant de 2,8 millions en 2021 en plein Covid, n'est-ce pas, à un chiffre au double. Et l'IFC aussi prend part à cette action depuis la mise en place de cette pipeline, de sorte à pouvoir faire passer notre capacité à 4,2 millions de tonnes à l'horizon 2026. Et cette politique de Dango Fertilizer, qui est un conglomérat dans la région africaine, qui a investi aussi dans d'autres chaînes d'engrais. Et en plus de cela, il y a d'autres investisseurs aussi qui travaillent sur d'autres chaînes d'engrais. Ce qui en ressort, c'est que dans quelques années, le Nigeria peut devenir le plus grand exportateur d'engrais au monde. Encore plus, on serait plus ravis si le continent africain est capable de consommer tout ce qui est produit, ce qui, bien sûr, va permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire tant recherchée et que nous appelons de tous nos voeux. Eh bien, ça, c'est ahurissant, c'est tout simplement époustouflant. Eh bien, voilà, disons-le simplement, venez au Nigeria, venez voir ce qui se passe. Simplement à penser au fait qu'il y a 20 ans de cela, cet écosystème n'existait pas et aujourd'hui, c'est devenu autre chose, au point d'en devenir un exportateur dans quelques années. Ça, c'est quelque chose d'irréel. C'est fou, c'est vraiment fou. On va dire que, il y a 8 ans de cela, c'était pas possible, même d'ailleurs. Alors, dites-nous clairement, qu'est-ce que le financement peut faire pour votre entreprise de sorte à assurer la réalité de la sécurité alimentaire en prenant en compte les facteurs géopolitiques en Afrique? Avant que nous soyons dans cette salle, vous et Manish, vous étiez en pourparlers. Mais pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas ensemble et comment y parvenir?
Je crois qu'on pourrait travailler ensemble avec Amish, mais comme je l'ai précisé tantôt, Amish, comme il a indiqué, il vise surtout à exporter à l'extérieur de la zone africaine. Et je crois que c'est pratiquement 90% de sa production qui est acheminée à l'extérieur de l'Afrique. On va dire 60 à 70% plutôt qui sont exportés. On essaie de maximiser tout au Nigeria et l'excédent est exporté. Alors donc, tous les envois sont faits en vrac, n'est-ce pas? Effectivement, il y a un modèle multiforme, ce qu'on envisage au niveau de nos partenaires, comme d'ailleurs François l'a dit à juste, il nous faut une approche holistique. Si nous souhaitons vraiment réduire le coût de logistique du côté des producteurs, par exemple, alors il faudra utiliser nos équipements, nos conteneurs pour faire exporter nos engrais à l'extérieur du pays. Et on doit disposer des installations de stockage qui seront bien sûr ces conteneurs. Et à partir de là, on peut diviser les coûts à deux. Voilà, donc il y a beaucoup à faire, il y a du pain sur la planche. Et pour y parvenir, d'abord, il faut des routes en bon état pour que l'acheminement se fasse de manière efficace et efficiente, sans risque et sans heurte. Il faut aussi disposer des installations de stockage. Et ces installations, bien entendu, doivent offrir un retour sur investissement adéquat. Et je pense que si le marché existe, eh bien, on n'aura pas besoin de IFD pour y parvenir. Mais ça, c'est un autre cas où l'État et les IFD doivent créer un environnement viable et durable pour les producteurs. Et bien sûr, ceci n'incombe pas au secteur privé. Vous avez élaboré votre plan d'engrais, vous avez le marché, vous avez la vision. Vous voulez avoir un retour sur investissement sur 10 à 15 ans. C'est un retour sur investissement qui a un caractère social et économique. Donc, on dira qu'on a cet aspect holistique qui est pris en compte. Maintenant, on a indiqué qu'on a les moyens qu'il faut. Ouais, le MSC aujourd'hui exploite plus de 3 millions de conteneurs sur ce sol. Mais la question n'est pas là. La capacité, le problème, c'est au niveau de la capacité des producteurs. Renforcer ces capacités de sorte à pouvoir financer cela. Parce que nous sommes des champions en matière d'exportation des denrées alimentaires. Il ne s'agit pas simplement d'exporter le VA, le café, mais il s'agit surtout de s'intéresser aux produits alimentaires. Et nous disposons d'un équipement de financement qui a été rendu possible grâce à notre partenaire CMA. Donc, on va dire, dès que les sous-denrées arrivent dans nos installations, la banque peut accorder une garantie et accorder les fonds aux producteurs. Donc, si nous sommes possibles de proposer ce genre d'installation, qui seront donc exploités par les autres entreprises, alors cela aidera les producteurs de sorte à leur permettre de se financer le plus vite possible. Et cela fait partie d'ailleurs de la solution. Et j'avoue que je voudrais saluer cet atelier parce que l'Afrique doit maintenant passer à l'échelle. Il ne s'agit pas d'aller pas à pas et perdre du temps et à la ricochet perdre des opportunités. Donc le secteur privé étant à l'œuvre, le secteur privé doit aussi travailler et mettre l'accent sur ce que le secteur privé n'est pas en mesure de faire. Et le dernier commentaire, c'est le changement d'échelle. Jérémy en a parlé. Nous travaillons dans 33 pays avec 33 réglementations, vous voyez, différentes. Donc, il serait bon d'avoir un truc commun. Est-ce que vous avez bénéficié de la zone de libre-échange continentale? Non, pas vraiment. Il y a une seule région en Afrique où on peut dédouaner les marchandises dans les ports, notamment pour les pays non enclavés. Et ça, c'est à Iré. Et par exemple, si vous voulez transporter vos marchandises au Burkina, il est impossible de faire le dédouanement à Abidjan. Vous voyez?
Et vous savez qu'il y a plusieurs zones régionales, mais la zone de libre-échange continentale doit être une réalité. Ça ne doit pas juste être consigné dans les écrits. Et donc, il faut que cela devienne opérationnel. Et je pense que c'est là que cela constituerait un grand avantage. Parce que, encore une fois, il faut le souligner, l'Afrique est un marché fragmenté alors que nous sommes 55 pays. Donc, imaginez-vous si cela est fusionné, est-ce que vous voyez un peu la taille des investissements? Vraiment, ne soyez pas désolés de ce que les choses soient ainsi, mais il faut dire que le cœur ici des échanges, c'est le stockage. Alors, quelle a été votre capacité de stockage jusqu'à ce jour? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire une mise à l'échelle pour le développement du continent africain de façon générale? Vous parlez de stockage, n'est-ce pas? Oui, en effet. Alors, comme notre ami l'a dit tantôt, en parlant de production agricole, il faut se montrer très créatif et donc être proactif en matière de stockage. Donc, on a créé au Nigeria des capacités de stockage qui se situent autour de 2500 tonnes métriques. Et nous sommes parvenus à fournir toute forme de volume qui requiert plusieurs saisons. Et il faut dire que le coût, le continent africain a pu, n'est-ce pas, combler les manques en termes de crise d'engrais qui découle de la crise ukrainienne. Et on n'est pas venu à fournir à l'UNIA au reste du continent. Et comme je l'ai dit tantôt, à chaque fois que les besoins s'est présentés à nous, nous sommes parvenus à fournir plus de 250 000 tonnes métriques dans un temps assez bref et court. Donc, on a pris aussi en compte des aspects financiers. Nous disposons des capacités requises pour pouvoir fournir et répondre à l'ensemble des besoins en engrais du continent africain. Donc, pour le stockage, ce n'est pas un problème, ce n'est pas nécessaire parce qu'on fournit à temps pour la période de semences. Et donc, nous utilisons un système de transport qui est assez transparent, qui permet aux transporteurs, à titre individuel, de faire de concurrence, n'est-ce pas, pour pouvoir bénéficier des facilités de l'exportation. Et donc, nous proposons tous ces services à des prix logistiques qui sont vraiment imbattables. Je sais que vous avez des questions, mais je vais apprendre seulement deux. Est-ce que vous pouvez rappeler, le temps imparti est presque épuisé. Jennifer, quelle est votre expérience en ce qui concerne les petits exploitants agricoles de façon générale? Vous savez, pour combler le dernier kilomètre, pour toucher les producteurs agricoles, il faut dire que c'est une question qui nous intéresse beaucoup. Comme vous avez dit tantôt, il faut des solutions adaptées aux réalités des producteurs. Et pour nous, ce qui est important, c'est d'entrer en partenariat avec les acteurs qui peuvent permettre de renforcer ces capacités. Deuxièmement, c'est la connectivité à l'échelle de la chaîne de valeur. Ça ne s'arrête pas juste au niveau des producteurs, même pas au niveau des consommateurs primaires, mais il s'agit de l'ensemble de la chaîne de valeur qui est importante. C'est la raison pour laquelle il nous faut absolument travailler avec d'autres acteurs en aval de la chaîne des valeurs pour voir comment est-ce qu'on pourrait améliorer la connectivité, les relations, on va dire, entre les producteurs et nous-mêmes. Voilà. Donc, je pense que bientôt, ça sera au Sénégal, n'est-ce pas? Et ça traverse plusieurs régions d'Afrique. Alors, pour revenir à vous, François, comment est-ce qu'on pourrait faire face à cette question de stockage, vu le fait que nous sommes confrontés à divers défis tels que le changement climatique et bien d'autres enjeux que vous avez relevés tantôt. Le défi est énorme en Afrique et cela occasionne beaucoup de pertes de recettes agricoles du côté des producteurs. Oui, s'agissant des installations de stockage de façon plus large, il existe diverses raisons en ce qui concerne l'agriculture. Et donc, je dirais que le projecteur est mis sur deux aspects. D'abord,
les infrastructures financières. Il nous faut bien sûr financer des infrastructures durables. Donc, il y a l'aspect des infrastructures financières et les aspects physiques également. Pour ce qui concerne les infrastructures financières, ce qui a été développé au niveau de Propaco, je pense que Sergio en a parlé, au niveau du programme de financement de l'agriculture, de notre institution est énorme. Et nous mettons l'accent surtout sur les denrées agricoles. Pourquoi? Parce que les besoins sont énormes et ce besoin est encore insatisfait à ce jour. Donc pour moi, ce serait un outil important pour pouvoir soutenir et accompagner les PME dans ce sens. S'agissant maintenant de l'infrastructure physique, il faut dire que l'espace est assez énorme et au regard de cette envergure, il faut s'assurer que on mette l'accent. Il faut surtout mettre l'accent sur la qualité des routes en milieu rural surtout, à ne pas oublier. Et puis aussi, il faut créer des zones économiques spéciales qui peuvent constituer un outil très important que nous sommes à ce jour en train d'explorer parce que cela offre un large éventail de services à l'ensemble des acteurs, notamment dans l'agro-industrie, surtout en matière de l'approvisionnement, de logistique et aussi de l'exploitation et les services de maintenance, services d'exploitation et de maintenance. Donc je pense que voilà les aspects sur lesquels le projecteur doit être mis. Je crois qu'on a entendu pas mal de bonnes contributions. Donc juste revenir un peu sur notre programme commercial, programme mondial d'échanges commerciaux. Alors nous essayons de travailler avec les petits exploitants agricoles à travers la chaîne de valeur de sorte à faciliter la vente de leurs produits et même de l'exportation. L'exportation, aujourd'hui, après un an de mise en place, on voit une augmentation où on a pu enregistrer près de 3 millions de dollars de financement en Afrique. Et ce qui est important à relever ici, c'est que nous mettons l'accent non simplement sur le financement des échanges sur le continent africain, mais nous voulons surtout mettre l'accent sur les échanges intra-africains. Et il y a un gros fossé qui est là, qui est à combler, en travaillant en partenariat avec d'autres institutions financières. Et ce programme est en cours de mise en œuvre et l'impact dans sa mise en œuvre déjà est très sensible. Voilà, est-ce qu'on pourrait passer le micro? Voilà, je pense que je vais le faire de moi-même. Alors, on voit une autre main dans la salle. Est-ce qu'il y en a? On peut prendre une autre question? Voilà, merci infiniment. Merci pour ces échanges très enrichissants. Et nous avons surtout entendu parler des engrais et de la recherche et développement qui a cours dans ce sens et l'accompagnement logistique qui nous a donné de voir. Mais qu'en est-il du financement des transformateurs des produits alimentaires? Parce que lorsqu'on produit et que ce n'est pas transformé, ça devient des déchets. Est-ce que cette valeur de la transformation est prise en compte dans le paysage? Parce que le fait permet d'ajouter plus de la valeur au travail agricole. Et grâce à cette sensibilisation et les moyens logistiques nécessaires, on peut même l'exporter vers des marchés plus importants, plus grands. Je pense qu'il y a-t-il encore d'autres questions dans la salle? Levez simplement la main pour l'indiquer. Des questions? Des questions? Pas de questions dans la salle? C'est bon? C'est fini? Bon, d'accord. Donc, c'est conclu. Merci infiniment. Il faut dire que ça a été de façon classique le point d'ancrage de nos activités. Dès le départ, notre objectif, comme j'ai indiqué tantôt, c'est d'apporter autant que faire se peut de la valeur à ce continent en la matière.
Et je vais vous donner un exemple très intéressant qui a eu cours au Mali. Le Mali exportait les noix sans transformation, à l'état brut. Et cela apportait très peu de valeur à la chaîne au niveau national. Et notre action a permis de faire la transformation pour produits de beurre de qualité qui peut être exporté à l'état transformé. Donc ce qu'on a fait, c'est juste de mettre en place un programme consultatif pour accompagner les femmes qui font la collecte, parce que c'est un secteur où les femmes sont prédominantes et nous avons aussi fait la certification de l'entreprise. Parce que vous savez, si vous souhaitez faire une exportation des produits alimentaires, il y a des certifications à satisfaire. Et ça serait très difficile pour exporter des produits qui sont finis. C'est facile pour les produits bruts, mais pour les produits finis, il faut une certification. Et grâce à cela, ils sont parvenus à avoir une certification européenne. Et aujourd'hui, ils arrivent à faire une exportation. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est un point précieux pour garantir le développement du continent. Voilà, je voudrais donc remercier chacun d'entre vous. Merci pour la passion dont vous avez fait montre et surtout du sien que vous avez mis dans les échanges. Merci à vous, Jennifer. Merci pour votre travail précieux qui aide les acteurs de l'écosystème. Merci à Sergio et surtout à Omid pour avoir donné le ton et planté le décor en apportant aussi l'accompagnement consultatif. Et c'est vrai, ça prend beaucoup de temps, mais ça permet de prendre en compte un aspect important qui est la sécurité alimentaire. Et il faut le faire. Il faut sécuriser le continent, il faut sécuriser la génération à venir. Merci d'avoir accepté de passer cet après-midi, on va dire cette soirée avec nous. Merci et à très bientôt. Et surtout, quand vos contrats seront signés et les gens pourront dire que voilà, c'est possible. Voilà. Est-ce qu'on peut le produire, transformer sur le continent? Oui, que quelqu'un dise oui, c'est possible, oui, on peut le faire. Ne me regardez pas, je ne suis pas Barack Obama. Merci et bonne suite de soirée.